Ouais, Déjà, je voulais vous remercier d'être là ce soir. Je vais me présenter un tout petit peu au départ, comme ça vous savez un petit peu qui je suis. Donc, moi, je suis praticienne à la base, donc je suis ostéopathe et je travaille beaucoup en thérapie crânio-sacrale. C'est vrai que c'est une thérapie qui est holistique, qui est malheureusement un petit peu encore trop peu connue de nos jours. Et pourtant, elle apporte vraiment des super résultats sur vraiment un panel de maladies ou divers problèmes. Donc moi, je travaille au Centre Oxivie en Suisse et puis je suis toute contente de vous faire découvrir cette thérapie. J'ai eu également donc une école de massage professionnelle pendant plus ou moins 16 ans. J'adorais former les élèves comment dire, au niveau massage. Et puis, j'ai arrêté un petit peu juste avant le Covid parce que nous, ici en Suisse, en fait, enfin, au niveau des, je sais pas si vous êtes remboursé par les assurances. Nous, on a des reconnaissances. Mes élèves étaient reconnus. Euh, je vais juste, hop, je vais juste vous mettre ça, voilà. Nos élèves étaient reconnus, puis après, en fait, dans les formations qui nous demandaient, on devait en faire pratiquement des petits médecins, quoi. Il y a une partie que je trouvais OK, mais après, c'est vrai que ça devenait un petit peu enfin, pas trop compliqué. Enfin, ça devient plus du plaisir, c'était plus de l'administratif qu'autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et puis, c'est vrai que j'avais pas mal d'élèves qui me demandaient de faire une formation crânio-sacrale. Puis je me disais, bon, c'est franchement un monstre job pour mettre en place ces cours. Donc j'ai mis un petit peu de côté. Et puis c'est vrai qu'après, il y a eu le Covid. Et puis c'est là que je me suis dit, mais en fait, comment est-ce que moi j'ai appris mes formations? C'est clair que moi j'avais mes formations en présentiel. On avait 8 heures par jour. À la fin des 8 heures, vous n'êtes plus là au niveau concentration. C'est juste plus possible. Moi, je reprenais beaucoup mes cours à la maison avec mes films. On a la chance d'avoir une école qui filme et tout, hein. Et puis, je repratiquais gentiment sur mes patients et c'est comme ça que j'arrivais à intégrer et à avoir quelque chose au bout où j'avais vraiment des résultats. Donc, c'est un petit peu pour ça que je suis partie aussi sur Internet, autant pour les formations que les webinaires. Le but, c'est aussi d'informer les gens. Je sais que la crânio-sacrée, elle a aussi été pas mal détournée. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé le terme crânio-sacré pour des écoles, quand en fait, ils pratiquent pas du tout du crânio-sacré. Du coup, on n'a pas des résultats qui sont vraiment top. Et du coup, ça fait aussi de la mauvaise publicité pour cette thérapie qui est franchement, si elle est bien pratiquée, c'est vraiment top, quoi. Voilà, c'est vrai que moi j'ai une demande au niveau cabinet qui est croissante depuis pas mal d'années. J'ai jamais assez de place pour prendre tout le monde. Et puis on a pas mal d'ostéos dans le coin, mais qui ont fait vraiment que ostéo, qui ont fait très peu de crânio. Donc c'est pas du tout, je suis pas en train de dire qu'ils sont mauvais ou quoi que ce soit. Je dis juste que c'est un job qui est très différent. Donc des fois je suis embêtée pour envoyer des éventuels patients dans ce genre de thérapie. Donc, c'est là aussi, je me dis, c'est vachement important de pouvoir développer un petit peu ça, puis d'avoir des gens chez qui on puisse référer. C'est vraiment aussi, voilà, ouais, plus que temps, on peut pas apprendre, quoi. Euh, alors, moi, je vous propose juste, on va déjà passer juste au niveau du sommaire de ce qu'on va regarder ce soir ensemble. Donc, on va voir à qui s'adresse la thérapie crânio-sacrale, comment elle a débuté, son développement, les quatre principes généraux. On va faire une session pratique, entre guillemets, juste pour vous expliquer en fait le test du MRP. On va voir le système crânio-sacral, les bienfaits de la thérapie, les résultats, une toute petite étude sur les résultats. Après, si vous voulez, on peut parler aussi des résultats que j'ai eus personnellement en cabine, si ça vous intéresse. Qu'est-ce que c'est en fait les techniques de crânio-sacral? Comment ça fonctionne? Comprendre le fonctionnement du mouvement respiratoire primaire, le MRP du crâne, les contre-indications, les effets secondaires, et puis après, je répondrai volontiers à vos questions si vous en avez. Après, si vous avez quelque chose que vous comprenez pas, vous m'arrêtez tout de suite, quoi. ce que je voulais te dire, vu qu'on est un petit groupe, ils peuvent à la limite lever la main et puis on peut interrompre après une slide. Problème, sans Ouais. problème. Là, tu me dis si moi je Ah ouais, vois moi je vois pas. quand il lève la main, je t'interromps. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas. Il y a en bas sur Zoom, il y a réaction, il y a juste lever la main et puis moi je verrai et puis je l'interromprai.
Voilà. Parfait. Thank you very much beaucoup. Ok, donc à qui s'adresse la thérapie crânio-sacrale? En fait, vraiment à tout le monde, parce que c'est quelque chose qui est vraiment super doux, c'est des pressions de vraiment quelques milligrammes de pression. Donc, on a les nouveau-nés, les enfants, même les sportifs, les personnes âgées. On peut aider à soulager le stress, les douleurs chroniques, les maux de tête, les troubles du sommeil, les acouphènes, les reflux gastriques, enfin, et bien plus encore, quoi. Alors, juste si je fais un petit passage sur chaque groupe à qui on s'adresse, si par exemple les nouveau-nés, sur quoi on va travailler, enfin sur les symptômes qu'on peut travailler, on va avoir des effets sur les coliques, les régurgitations, c'est ce qu'on voit le plus souvent en cabinet, les constipations, l'agitation, les reflux, le sommeil, les pleurs augmentés, qui sont dus en général à une position in utero qui était mauvaise. On a aussi les accouchements trop rapides, les accouchements trop longs, s'il y a eu des outils, des forceps, etc. On risque enfin, les bébés risquent de développer ce genre de symptômes. Là, dernièrement, justement, bah, j'ai fait un tout petit juste à la naissance. C'est juste incroyable comme ils reprennent. Enfin, moi, j'adore travailler les enfants parce qu'en fait, il n'y a pas d'effet placebo, quoi. Ça marche ou ça marche pas. Donc, quand il y a quelque chose qui cloche, vous avez dans les 24 heures, en fait, vous avez une réaction de l'enfant, quoi. L'adulte, ben, vous en avez aussi, bien sûr, mais l'adulte, on a toujours cette petite part de placebo. On peut se dire à quel point est-ce que le fait qu'on se dise on l'a traité, est-ce que c'est lui qui met en place quelque chose ou est-ce que c'est vraiment nos traitements, quoi. Voilà, pour la petite parenthèse. Les enfants, ils font beaucoup de chutes à répétition. Donc, qui va faire pas mal de blocage aussi. Donc, là-dessus, on va pas mal travailler. On a aussi, on peut faire comment dire, le drainage des vaccins, des antibiotiques, grâce au drainage des sinus veineux, des bilans préventifs, etc. Pour les sportifs, eux, alors, on va travailler plutôt au niveau prévention. On va aussi améliorer le potentiel de la puissance musculaire. On va améliorer la capacité respiratoire. On va travailler en préparation, en récupération. C'est ce que j'explique toujours, c'est que vous avez un fédéraire ou un grand sportif, il va pas attendre d'avoir une blessure pour se faire traiter. Il a des physios à côté, enfin des kinés. Je sais pas si en France c'est kiné, pour nous c'est physiothérapeute. Il a des ostéos, etc. Donc voilà, c'est tout en préventif, quoi. Et puis, ben, bêtement aussi, les personnes âgées, on va pouvoir restaurer l'équilibre de l'organisme, on va travailler sur l'amélioration de la qualité de vie, on va améliorer, enfin, on va travailler sur les céphalées qu'on voit souvent, sur les problèmes de vertige, avant, après les opérations, les troubles digestifs, etc. Donc aussi, on a toute une panel. Alors, moi, je dis toujours que c'est clair qu'on n'a pas une baguette magique, on ne va pas enlever des maladies aux gens, mais par contre, on peut travailler vraiment, comment dire, vraiment sur la qualité de vie, quoi. Voir la baisse des symptômes. Mais bon, là, de nouveau, je pourrais m'y perdre parce qu'il faudrait qu'on passe à chaque fois sur un symptôme pour pouvoir en parler plus. Alors, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, je suis obligée de revenir un petit peu sur l'histoire, en fait, de comment a débuté la thérapie crânio-sacrée pour que vous puissiez bien la comprendre. On avait d'abord, donc en 1874, on avait Andrew Taylor Still, qui était un ostéopathe. Mais à la base, c'était un médecin qui avait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 9 enfants. Bonjour Frédéric. Qui avait 9 enfants. Et puis, il y a eu toute une épidémie où il a perdu, si je dis pas de bêtises, 4 ou 5 enfants. Donc là, il s'est dit, bah ouais, mais voilà, je suis médecin et en fait, je ne peux pas sauver mes propres enfants. Donc, il a arrêté la médecine, il est parti un petit peu, il a voyagé, puis il a appris les médecines du monde. Et c'est de là, en fait, qu'a découlé, où il a inventé, en fait, l'ostéopathie. Et donc là, il a eu des très bons résultats. Et puis, il a fondé sa première école d'ostéopathie. Et il y a un gars qui est arrivé, qui était en fait un reporter, parce qu'il y avait un truc assez spécial, c'est que c'était aux États-Unis. Et puis, c'est le premier, en fait,
qui a ouvert la porte à tout le monde. Ça veut dire que vous soyez homme, que vous soyez femme, que vous soyez de couleur, n'importe qui pouvait venir suivre ses cours. Donc, ce reporter qui était donc Sutherland est venu faire un reportage et puis il a trouvé ça fantastique et en fait, il a suivi la formation d'ostéopathe, il est devenu un ostéopathe et là, donc là, la thérapie crânio-sacrée n'existait encore pas. On parlait encore que d'ostéopathie, que vraiment de structurel. Et puis Sutherland, bon, il faut imaginer qu'à l'époque, ils n'avaient pas les machines qu'on a à l'heure actuelle. Donc les IRM et ça, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben voilà, ils découpaient des cadavres et ils allaient regarder un petit peu les systèmes, comment ils étaient faits. Et Sutherland, lui, il a commencé à se poser la question. Il s'est demandé en fait pourquoi sur les os du crâne. Donc je vous le montre comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Ah, c'est pas génial avec ma Avec le lumière. flou, ça marche pas Au trop. niveau des sutures. Ouais, Et juste, il attends. faut avancer d'une slide, hein. Ah, pardon. C'est bon. Voilà, excusez-moi. Là, on Ouais, va. moi, je fais mes explications. Quand vous avez les sutures ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, en fait, il y a, on appelle ça des biseaux, en fait. C'est comme si c'est deux pièces, en fait, qui se glissent l'une dans l'autre. Vous voyez un petit peu ou bien pas? Sinon, je démonte le crâne. Le... Est-ce que tu vois ou tu vois que les sutures comme Non, ça? non, on voit que les sutures, c'est... Et T'arrives c'est pas à peut-être voir? de Voilà, rapprocher encore un petit peu. hop. Si Ouais. vous devriez Là, on voir, va. hein. Là, on va. Ouais. Voilà, vous voyez, c'est pas une ligne droite en fait où vous avez deux os qui se joignent. On a vraiment cet effet où l'une vient glisser sur l'autre, quoi. Ça vous parle un petit peu? Donc après, c'est pas grave, c'est pour l'histoire. Donc en fait, ça fait un petit peu, ben, comme pour les tremblements de terre et ça, les os viennent un petit peu sur quelques millimètres s'emboîter comme ça. Donc lui, il s'est posé la question, puis il s'est dit, mais pourquoi en fait, pourquoi s'il n'y a pas de mouvement dans le crâne, pourquoi est-ce qu'il y a ces biseaux qui existent? Donc il a commencé à faire des expériences sur lui-même. Donc il s'est construit une espèce de ceinture, on peut la voir, il y a un musée aux États-Unis où on y voit. Donc, il avait une espèce de ceinture en cuir comme ça, où il mettait des gros blocs qui fixaient en fait les sutures. Alors, il fixait plusieurs sutures, il attendait un petit peu et puis il voyait qu'il y avait certains symptômes qui arrivaient. Donc, quand il enlevait cette compression, les symptômes disparaissaient. Donc, c'est là qu'il s'est dit, mais non, le crâne, en fait, il a un mouvement, il a un micro-mouvement, mais il y a un mouvement qui existe. Donc, c'est un petit peu là-dessus qu'a débuté un petit peu les expériences sur le crânio-sacral. Voilà, après des expériences, il en a vraiment fait beaucoup, hein, mais c'est comme ça qu'en fait qu'il a exploré cette mobilité. Et puis, c'est comme ça qu'il a découvert le MRP. Donc, le MRP, c'est le mouvement respiratoire primaire, hein. Donc, là-dessus, ben, il a commencé à développer des techniques pour pouvoir déjà tester, évaluer en fait les éventuels blocages et puis ben, évidemment des techniques pour libérer tout ça. Après Sutherland, on a eu plusieurs praticiens qui ont contribué au développement de cette thérapie, notamment Hupleger, qui est un ostéopathe aussi, mais américain. Lui, il a vraiment popularisé ça à l'époque, dans les années 1970. Il a formé aussi un institut là-dessus, et puis il a fait de grandes écoles et il a publié plusieurs ouvrages au niveau recherche et enseignement là-dessus. Voilà, donc depuis, ben, la thérapie crânio-sacrale a été utilisée vraiment de nouveau pour, comme je vous disais avant, pour traiter vraiment tout un large panel, mais c'est vrai qu'elle est connue sans être connue. Enfin, en tout cas, en Europe, moi, je trouve quand on en parle, on rigole encore un petit peu, on dit non, mais en fait, ça sert à rien, c'est pas connu, quoi. Bref, les gens n'ont pas pu tester ça, quoi. On va voir, en fait, on va se baser si on rentre un petit peu dans de la théorie, sur 4 principes que je vais essayer de vous expliquer, 4 principes de base. Donc le premier, c'est le corps est une unité.
Donc, dans le corps, vous avez tout, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler un petit peu du système facial, mais que ce soit vos os, que ce soit vos organes, il y a à chaque fois une membrane qui entoure l'organe ou enfin, la structure en question. Et c'est ce qu'on appelle les fascias. Vous pouvez le voir quand vous allez, par exemple, à la boucherie, acheter un rôti. Vous verrez toujours qu'il y a une petite fine couche blanche, ben, c'est un fascia. Ces fascias, ils permettent en fait de protéger les organes ou la structure en question. Si je vous prends un exemple, un poumon, quand il se remplit, donc il va se gonfler, il va descendre, il va remonter. Si on n'avait pas une membrane qui entourait, qui protégerait, on aurait un frottement et puis automatiquement, on aurait comment dire, des lésions à ce niveau-là. Donc, ces fascias, on les retrouve depuis au niveau de la tête jusqu'au bout des pieds. Donc, les uns les autres se touchent. Donc, c'est pour ça qu'on parle en fait d'une unité. En crânio-sacré, on parle donc du crâne et du sacrum, donc au niveau du bassin. Moi, j'aime bien l'utiliser comme exemple dans le sens où, vous savez, quand vous avez une cloche, vous avez une corde avec une poulie, vous tirez sur la cloche, la cloche, elle sonne, mais vous ne l'avez pas touchée. Le crânio-sacré, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que quand vous avez quelque chose au niveau du bassin, automatiquement, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du crâne parce qu'on a une liaison, la corde, en fait, c'est ce qu'on appelle la dure mère. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous réponds volontiers à la fin, je donne volontiers plus d'explications, mais c'est la corde. Ça veut dire que quand on va corriger un bassin, quand on va tester un bassin, on va toujours aller voir à la tête quelles sont les lésions. Si on ne corrige pas les deux, automatiquement, on n'aura pas de bons résultats. Et c'est pour ça que je reviens sur mon point 1. Le corps est une unité, c'est qu'on peut avoir un symptôme avec quelque chose qui alerte à quelque part, mais que le problème, en fait, il est ailleurs. En médecine, par exemple, quand vous avez un symptôme, on prend un médicament pour enlever le symptôme. On ne va pas chercher pourquoi il y a un symptôme. La médecine manuelle, que ce soit celle-ci ou d'autres, c'est la même chose. On va toujours essayer d'aller voir pourquoi il y a un symptôme qui s'est déclaré. Le deuxième principe, c'est la structure gouverne la fonction. Pourquoi on parle de ça? Parce que vous avez, on va prendre l'exemple du cœur. Le cœur, c'est la structure, mais la fonction du cœur, c'est de pomper le sang, de le faire passer à travers le corps. Pour qu'il puisse fonctionner, il va falloir qu'il y ait, par exemple, des signaux d'alerte au niveau du système nerveux central qui va lui dire, il faut que tu battes de telle ou telle manière. Mais jusqu'au niveau du cœur, depuis le cerveau, vous allez avoir, on va dire, un câble électrique, donc le système nerveux, qui va venir donner l'information au cœur de battre, par exemple. Et si vous avez des problèmes, que ce soit musculaires ou quoi que ce soit qui peut entraver en fait ce chemin-là, c'est un petit peu comme si on pince un câble électrique. Votre ampoule, elle va toujours s'allumer, mais elle va clignoter. Ce qui veut dire que votre cœur, il peut avoir certains symptômes, mais ne pas être malade. Ça veut dire que c'est pas le cœur, c'est pas la structure en elle-même qui est malade, mais c'est peut-être le chemin sur lequel passe, en l'occurrence, là je parle des nerfs pour dire quelque chose, qui donne des fausses alertes, quoi. Alors c'est clair, quand on parle du cœur, on va d'abord chez le cardiologue, mais moi j'aime beaucoup les patients qui ont ce genre de symptômes, qui ont été voir leur cardiologue et puis où il y a strictement tout qui va bien, où il n'y a pas de maladie sous-jacente ou quoi que ce soit. Ça, on sait qu'il y a quelque chose de structurel à aller chercher là-dedans. Donc voilà, ça c'est valable en fait pour tous les organes et viscères au niveau du corps. Ensuite, on a le troisième point, la loi de l'artère absolue. C'est quoi? C'est qu'en fait, on a besoin à chaque fois d'un apport sanguin qui est vraiment essentiel pour maintenir la santé et favoriser la guérison. Ça veut dire que vous pouvez avoir les meilleures techniques du monde pour libérer quelque chose, un endroit précis. Si vous n'amenez pas du sang, vous n'allez pas pouvoir avoir de régénération et vos techniques, aussi belles soient-elles, elles ne vont pas tenir. La correction ne va jamais tenir. Donc aussi, c'est pour ça que c'est un point important qu'on prend en charge. C'est d'abord, on va avoir des techniques pour ramener du sang dans l'endroit qu'on veut corriger. Pour que, là, je vais en venir au point 4, le corps est capable de s'autoréguler. Ça veut dire que on a une auto-guérison. Quand on se coupe, je me coupe sur la main, si c'est pas trop profond, c'est pas un thérapeute ou n'importe qui qui va fabriquer des cellules à ma place.
mon corps, il s'auto-guérit, on est d'accord. Si je me coupe plus profond, à ce moment-là, j'ai besoin d'un médecin pour recoudre, pour aider à la guérison. Mais en aucun cas, c'est nous qui allons faire le miracle de la régénérescence cellulaire. Donc, c'est pour ça que c'est un point important aussi à prendre en compte, c'est qu'on va chercher à chaque fois l'équilibre, en fait, pour que le corps puisse s'auto-guérir. Est-ce que ça va jusque-là? On rentre un petit peu plus au niveau technique. Donc, pas de réaction, tout bon? OK. Alors, qu'est-ce que c'est le système crânio-sacral? Qu'est-ce qu'il prend en compte? Donc, on a l'anatomie, je reviendrai sur chaque point après, qui est le système nerveux central. Comme je vous ai dit avant, la fonction, donc la fonction, on va la regarder grâce au MRP, au mouvement respiratoire primaire. Et puis après, la santé globale, qui est une fonction d'équilibre. Le SNC, quand on parle de SNC en crânio-sacré, donc pour nous, ça va être le cerveau, la moelle épinière et les membres qui l'entourent. C'est que ce système-là qui, entre guillemets, nous intéresse parce qu'il va se connecter à tous les tissus et organes du corps. C'est une partie centrale qui est très sensible et qui bénéficie d'un toucher qui est doux et puis non invasif. Au niveau du MRP, donc le MRP, en fait, ça va être perçu sur comment dire, les liquides corporels. Les liquides, le rythme des liquides corporels, ça peut être affecté par le stress, par les blessures, etc. Donc, il ne faut pas confondre avec la respiration en elle-même, mais c'est un petit peu la même chose. C'est que vous avez une respiration, vous avez tant de cycles par minute. Au niveau des liquides, c'est exactement la même chose. On a plus ou moins 14 cycles par minute. Donc, on a des tests d'écoute où et ça, on peut le faire un petit peu n'importe où on va sentir comment dire, ces tissus bouger. Quand on est en dessous, on a automatiquement des problèmes. Quand je vois, par exemple, ça c'est un de mes premiers tests au niveau du crâne, quand je reçois quelqu'un, parce que de nouveau, si j'ai pas un bon flux, je vais rien pouvoir corriger, rien va tenir. La plupart des gens, quand ils n'ont pas un bon flux, vous pouvez leur poser la question s'ils ont une bonne récupération. C'est-à-dire, quand je parle de récupération, c'est quelqu'un qui dort 8 heures par nuit. Est-ce que le lendemain, il se sent fatigué? Et souvent, c'est des gens qui disent, ben, moi, je peux dormir X heures et puis le matin, j'ai de la peine, j'ai de la peine à me mettre en route. Donc, on a une récupération qui est mauvaise. Vous réglez ça et en général, ça va mieux. Ça se voit aussi très, très bien. Mais justement, de nouveau, je revenais sur les nourrissons et les enfants. Alors, chez eux, ça repart direct. Les changements, ils sont tout de suite, quoi. Donc là, avec ce MRP, on va toujours aider à rétablir donc l'équilibre et puis on va éliminer les blocages pour un fonctionnement du corps humain qui soit optimal. On reviendra après sur le MRP. Et puis la santé globale, donc la santé du système crânio-sacral, ça a des impacts sur le bien-être mental, émotionnel et physique. On prend vraiment l'être humain comme un tout, c'est pas juste de la structure. On a aussi des émotions. Les émotions vont se placer au niveau de certaines structures. Donc c'est vrai que quand on les touche, automatiquement on va toucher un petit peu plus que juste un muscle ou juste un os. On va vraiment toucher la personne dans son entier, quoi. Donc voilà, donc cette thérapie, c'est l'idée, c'est d'aider à soulager les douleurs qui vont être causées, que ce soit par des blessures, des traumatismes ou voire même des troubles de la santé mentale. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des enfants autistes. C'est impressionnant, ils resteront autistes, il n'y a pas de miracle là-dessus. Mais par contre, quand on discutait avec les psychologues disaient qu'ils voyaient des réelles différences. D'ailleurs, une des premières fois, un enfant, il ne savait pas qui venait consulter et j'ai reçu un petit mot dans le carnet de l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que en fait, on leur permet d'accéder alors à un maximum de leur propre potentiel, quoi, en déverrouillant un petit peu tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Je m'excuse, un petit peu soif. Alors, c'est tout bon? Alors, quand je parle de tests pratiques du MRP, bon, ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire
dans un autre webinaire où on fait vraiment avec un patient. Mais je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le MRP. Ça, je vous l'ai expliqué avant. Donc, là, on peut résumer ça en fait par l'évaluation de l'activité du système crânio-sacral. Donc là, on va l'observer par rapport à des mouvements. Donc, en général, pour moi, si je veux un mouvement qui soit complètement global, si j'ai mon crâne, on a des techniques très basiques. On va venir sur le crâne. Je vous montrerai après une image aussi où on va sentir en fait une expansion et une rétraction du crâne. Et c'est là qu'on va se dire, OK, il y a ces fameux 14 cycles par minute et qu'on va pouvoir déjà un petit peu juger de l'état de santé, entre guillemets, de la personne, tout en enlevant les symptômes qu'elle peut éventuellement présenter. Donc, comment ça va se dérouler une séance? Donc, on va recevoir le patient, on va faire une brève anamnèse, on va voir un petit peu aussi son attente quant à la thérapie, parce qu'il y a aussi des patients qui ont des attentes qui ne sont pas possibles, hein. Donc, on va tout de suite lui dire qu'on ne peut pas y répondre si c'est le cas. Et ensuite, quand on passe sur la table, on va complètement virer tout ce qu'il nous a dit. On l'oublie complètement. Et c'est là qu'on va venir tester notre MRP, que ce soit au niveau du crâne en général ou ailleurs. Et puis, bon, on va faire nos tests, nos corrections, etc. Et à la fin, quand on a nos lésions, on va essayer de se dire, OK, est-ce qu'il y a des liens en fait avec les symptômes qu'il avait? Si on va travailler sur un symptôme, on se plante parce que le corps, comme je vous le disais avant, il peut faire une alarme ici, mais que le problème, il est là. Donc nous, le but, c'est d'aller déverrouiller, en fait, d'aller chercher un petit peu le coffre-fort. Et puis, ben, d'aller le chercher, c'est pas si compliqué. Après, le problème, des fois, c'est de le faire péter. Ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais c'est en cassant ça que le symptôme petit à petit va disparaître, quoi. Sinon, pour le symptôme, on a les médicaments, on a d'autres choses qui fonctionnent. Donc, si je reviens au niveau de la pratique, si vous voulez vous amuser après ce soir, vous pouvez vous pouvez tester même sur vous, hein. Vous allez pouvoir sentir tous ces mouvements. Le plus facile, c'est sur la cuisse. Je ne peux pas vous le montrer, mais vous prenez, ah, c'est embêtant avec cette caméra. Vous posez simplement votre main. On va essayer comme ça. Non, ça ne va pas. Je suis désolée. Je ne sais pas comment enlever le flou. Vous posez simplement votre main et le but, c'est d'aller chercher des pressions. Donc, vous pouvez appuyer un tout petit peu plus fort, un petit peu moins. Il faut bien penser que c'est des milligrammes de pression. Donc, ça demande un tout petit peu d'entraînement. C'est un petit peu comme si vous appuyez, si vous êtes sur votre chaise, vous avez le cuir. Quand vous appuyez un petit peu, vous sentez la mousse que vous avez. Si vous appuyez plus, vous allez sentir que ça devient dur. Donc, vous sentez en fait la structure plastique qui est sous votre siège, mais vous ne pouvez pas la toucher. Ben, c'est un petit peu la même chose sur le corps humain. Si on appuie fort, on va sentir quelque chose de dense, donc vous êtes sur l'os, et entre deux, vous avez toutes les structures musculaires, graisseuses, etc. Si on veut être sur des fluides, c'est vraiment un toucher qui est à peine, c'est vraiment très, très, très peu. Et là, l'idée, c'est que vous fermiez les yeux, donc vous pouvez essayer sur vous, et vous allez Ah ouais, sentir ouais. certains mouvements. Alors, selon l'endroit où vous êtes, si on est ce qui est difficile à faire au départ au niveau liquide, on va sentir souvent des mouvements de vagues. Et si on va, par exemple, sur un os, on va avoir certains mouvements comment dire, selon ce que l'os peut faire. Ça veut dire que si vous voulez, il faut que je vous prenne un exemple simple. Une clavicule, au niveau structurel, quand on tourne la tête à gauche ou à droite, Hmm. elle peut faire une rotation Une en avant, rentrée. en arrière. D'accord? Au niveau du mouvement respiratoire, c'est exactement la même chose. C'est que si on va sur notre clavicule et qu'on ne bouge pas et qu'on se met en test d'écoute, normalement, on devrait censé avoir un mouvement de rotation antérieure et postérieure. Est-ce que c'est compréhensif ce que je vous explique? Ok. Donc voilà, donc avec vraiment ces touchés légers, on va pouvoir aller un petit peu trouver les signaux en fait, les signaux physiques du corps. Et puis ensuite, on va pouvoir corriger. Qu'est-ce qu'on mesure? Ben, ça, c'est ce que je vous expliquais avant. Donc, on va les tensions, les problèmes de rythme, etc. Quels sont les bienfaits de la thérapie? Alors, on en a énormément, mais si on prend les plus basiques, alors
On a évidemment ce qui est relaxation profonde. Vu que c'est un toucher qui est doux, on va aider à détendre le corps, l'esprit aussi. On va pouvoir réduire le stress et l'anxiété. C'est clair qu'on va aller toucher le système nerveux parasympathique. Donc, en général, les gens, vraiment, ils se relaxent. Moi, c'est vrai que j'ai observé, c'était assez intéressant depuis le début que je pratique. C'est que je me disais, mais les hommes, en fait, ils vont jamais aimer ça parce qu'ils viennent pour style de l'ostéo, puis moi, je vais pas les faire craquer de partout et je vais travailler sur le crânio-sacré. Donc, ils vont se dire, mais celle-ci, c'est bon, je reviens pas. Eh ben, vous seriez étonnés, c'est souvent ceux qui s'endorment le plus, quoi. Et qui, si à la limite, on leur en fait pas, ils disent, mais elle peut pas, le crâne, là, il n'y a pas besoin aujourd'hui. Donc, j'ai très, très souvent ça. Évidemment, il y a le soulagement de la douleur. On travaille énormément. J'ai énormément sur les maux de tête, les migraines, les douleurs, que ce soit du cou, du dos. On a vraiment une action relativement générale. Tout ce qui est un confort physique. Ensuite, on a tout ce qui est équilibre général. On va aider donc à équilibrer les systèmes corporels pour une meilleure santé qui soit globale, y compris évidemment la digestion, la respiration, la circulation. Les troubles du sommeil, c'est aussi quelque chose qu'on travaille beaucoup. On va améliorer, c'est surtout la qualité du sommeil. C'est que vous verrez beaucoup des gens en fait qui diront qu'ils ont dormi le même nombre d'heures, mais par contre qui auront qui auront bien récupéré, qui diront qu'ils ont vraiment excessivement bien dormi. Beaucoup vous demanderont de venir chaque soir chez eux. C'est souvent ce qu'on entend. Voilà. Quels sont les résultats de la thérapie crânio-sacrale? Donc, je reviens sur l'amélioration de la qualité du sommeil. Donc là, on a des améliorations vraiment significatives sur les personnes. On a la réduction de la douleur aussi pour tout ce qui est douleurs chroniques, y compris les maux de tête, les douleurs dorsales, les douleurs musculaires et articulaires. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi tout ce qui est libération émotionnelle. Donc, on parle de la libération de tensions physiques qui peut aider aussi à lâcher prise des tensions émotionnelles qui sont rattachées. Je vous parle juste d'une petite étude qui avait été faite sur les résultats de la thérapie crânio-sacrale. C'était une étude qui a été publiée dans la revue scientifique Complementary Therapy in Clinical Practice, qui a démontré en fait qu'on peut réduire la douleur chronique chez les patients atteints de fibromyalgie. Donc là, les chercheurs, ils avaient suivi 92 patients pendant 20 semaines et ils ont constaté une amélioration significative de la douleur chez ceux qui avaient reçu justement la thérapie crânio-sacrale par rapport à ceux qui avaient reçu un placebo. Donc là, je trouve ça assez intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup d'études sur ce genre de choses. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'études? Parce qu'en général, les études, ça coûte cher. Et puis, pour faire une étude, il faut trouver des gens qui donnent un petit peu d'argent pour ça. Et quand il n'y a pas d'argent à y gagner par derrière, malheureusement, on n'en donne pas, quoi. Donc, c'est un petit peu par exemple, le rôle des labos. C'est la même chose pour les médicaments. Par exemple, pour les maladies orphelines, c'est difficile d'avoir des médicaments. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de malades, donc peu de gens qui veulent miser de l'argent là-dessus, donc peu de recherche, etc. Donc, sur les thérapies naturelles, pas que sur la thérapie crânio-sacrale, on a aussi ce même problème. Mais bon, il y a quand même des recherches qui sont faites par certaines personnes. De nouveau, s'il y a des intérêts, je peux en expliquer à la fin. Les techniques de thérapie crânio-sacrale, comment ça fonctionne? En fait, ça va à chaque fois impliquer un toucher qui va être doux, qui est non invasif et qui est réceptif de la tête, du cou, du dos et d'autres parties du corps. Donc, l'idée, c'est toujours d'aller trouver la dysfonction qui bloque ou qui va entraver les tissus et de restaurer cette mobilité, si c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible non plus, afin de laisser le corps s'auto-réguler. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a vu avant. Donc le mouvement, je reviens un petit peu sur le MRP, c'est vraiment un mouvement qui est subtil, qui est rythmique.
qui se manifeste dans tout le corps, y compris les os du crâne. Je reviens encore une fois là-dessus. Et ce mouvement, en fait, il va être produit par les membranes, les liquides et les structures du système nerveux central qui vont protéger le cerveau. On va parler surtout de la dure-mère. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je vous en parlais avant quand je parlais de la cloche. La dure-mère, c'est une des 3 méninges, en fait, qui enveloppe le cerveau et puis qui suit la moelle épinière jusqu'au sacrum. C'est-à-dire, c'est un petit peu l'image que vous avez là. Vous voyez au niveau du crâne, en bleu, là, ça redescend jusqu'en bas du sacrum. Et la dure-mère, sans rentrer dans les détails, c'est un tissu qui n'est pas du tout élastique. Et c'est pour ça, quand on en revient au fait, quand je vous disais que si on touche quelque chose au niveau du bassin, ça se répercute au niveau du crâne et vice-versa, tout en pensant que tout entre deux, on a tout un système d'organes. Donc, au niveau, si je reviens un petit peu au crâne aussi par rapport à ce que je vous disais avant, donc on a l'inspiration et l'expiration. Vous avez à gauche l'expiration et à droite l'inspiration. Ça veut dire que un crâne, quand on ressent les mouvements, on va avoir cet effet, j'exagère tout bien entendu, hein. On inspire, on sent comme gonfler entre guillemets le crâne et on expire. Vous pouvez voir aussi, c'est quelque chose qui est très important dans les accouchements. Vous pouvez regarder les gens autour de vous. Normalement, le crâne d'un bébé, justement par rapport à ses biseaux, par rapport à la femme, on va peut-être pas rentrer dans la technique du développement du crâne de l'enfant, mais en fait, il est fait pour d'abord subir une compression pour le passage à travers le bassin et ensuite, quand il naît, d'avoir une expansion. Si vous regardez les personnes qui sont nées par césarienne, vous allez regarder la forme de leur visage, vous allez voir qu'ils ont des formes de visage qui est beaucoup plus rond que la personne qui est née par voie basse normalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas cette forme de compression. On ouvre et ils partent directement en expansion. Donc voilà, ça c'est ce qu'on retrouve un petit peu au niveau du MRP. On va venir un petit peu sur les contre-indications à la thérapie crânio-sacrale. Il y en a quelques-unes. Alors, il y a tout ce qui est des chocs violents, tout ce qui est accident de voiture. Là, on ne traite pas tout de suite ou alors on demande à un médecin son avis, s'il est OK avec ça. On a tous les traumatismes crâniens. De nouveau, il faut penser que alors, c'est quelque chose qui est, de nouveau, c'est super léger comme technique, mais toujours penser qu'on travaille sur les liquides. Donc, s'il y a eu un choc au niveau du crâne durant les 3 mois, on peut avoir des micro-saignements. Et si on a un micro-saignement, on aura toujours le risque, est-ce qu'on va augmenter ce saignement? Parce qu'on ne veut pas une hémorragie. Toujours penser que, par exemple, les IRM, quand on fait un IRM, ils voient jusqu'à 1 millimètre, un saignement jusqu'à 1 millimètre. Tout ce qui est en dessous ne se voit pas à l'IRM. Donc, c'est pour ça qu'en général, sauf s'il y a avis d'un médecin, on ne touche pas un trauma crânien dans les 3 mois où ça arrive. Un gros trauma, je ne dis pas se cogner la tête à la porte, quoi. Après, évidemment, il y a tout ce qui est fracture osseuse, il y a la fièvre aussi. Que ce soit en massage ou beaucoup de thérapie, vous risquez d'augmenter le problème. Évidemment, la même chose avec les infections. On risque de les disperser vu qu'on travaille avec les liquides. Tout ce qui est tumeur, les cancers, alors ça, c'est toujours aussi la grande question des cancers, comme dans toute thérapie, est-ce qu'on touche ou on ne touche pas? Donc bon, ça, c'est plutôt des discussions qu'on a en cours parce que c'est très discutable et c'est aussi très personnel. Et on a plusieurs chemins pour prendre une décision à ce niveau-là. Et puis, on a aussi ce que j'appelle les personnes toxiques. On a certains patients qui font le tour des cabinets de toutes les thérapies naturelles, qui suivent jamais un traitement jusqu'au bout. Et puis, vous savez déjà que, la façon qu'ils discutent ou ce qu'ils ont fait, vous dites, ça y est, en fait, c'est des personnes qui veulent pas s'engager dans leur traitement.
et qui, du coup, quoi que vous fassiez, n'ira pas, voire pourra éventuellement vous amener des problèmes. Donc, voilà, ça, on va pas rentrer plus en ligne de compte, mais c'est très rare. Enfin, en tout cas, personnellement, j'en ai eu très rarement. Ces gens-là, on arrête tout de suite. Notre place, elle est pas là, quoi. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme effet secondaire la thérapie? Donc, il faut noter on a quand même, on peut avoir des effets secondaires qui seront toujours temporaires. Même, de nouveau, si c'est un traitement qui est doux, on peut, de nouveau, ça va dépendre de ce qui a été traité, ça va dépendre de l'état de la personne, de l'âge de la personne aussi. On peut avoir dans les généralités des maux de tête légers. Certaines personnes vont dire: «Mais moi, j'ai l'impression d'avoir passé sous un camion». Il y a des gens qui rentrent, qui sont, lessivés, après un traitement. On peut avoir, aussi la tête qui tourne. Moi, je vois quand, je travaille mes patients que je leur demande de s'asseoir, j'attends toujours un moment, je les observe parce que, je veux pas qu'ils se lèvent d'un coup parce que là, ils pourraient verser. Vous verrez qu'il y en a beaucoup qui peuvent dire: «Ouais, je me sens un petit peu comme dans le brouillard» ou j'ai un petit peu les papillons à ça. C'est jamais rien de méchant, mais c'est normal, on a travaillé de nouveau les liquides. Donc la position assise, il faut attendre juste que l'équilibre se retrouve. Donc c'est juste l'histoire de quelques secondes. Certains patients, bon, ça c'est surtout quand il y a eu des gros blocages et que c'était bloqué depuis longtemps, ils vont avoir une fatigue qui va être très très importante. Après, on a tout ce qui est, il y a ceux qui repartent la tête en l'air. Là, il faut faire attention. Des fois, il faut leur dire: «Attention, peut-être pas prendre la voiture tout de suite, attendez 2-3 minutes», parce qu'ils sont un petit peu, tralala youpi, et ça, on le voit tout de suite. En plein hiver, ils partent et puis ils oublient la veste au cabinet ou ils oublient de mettre les chaussures. C'est typique, quoi. On a aussi les sensations de relâchement musculaire. On a des gens qui nous disent qu'ils sentent un bien-être vraiment important et général. Beaucoup, ça va être, ils vont parler de leur respiration aussi. Ils ont l'impression de mieux respirer. En fait, on a quand même aussi beaucoup d'effets secondaires, entre guillemets, «agréables». On va parler des effets secondaires, normaux quand ça dure 24 à 48 heures, qu'ils soient inconfortables ou confortables. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je vous ai appris quelque chose? Est-ce que Moi, j'ai une question. oui? À un moment, vous avez dit si c'est pas possible de pouvoir régler le problème. Et du coup, enfin, comment ça se passe? On explique juste à la personne que c'est pas possible. Dans quelles conditions c'est pas possible? À part celles que vous avez déjà énoncées. Est-ce que c'était au tout début quand j'expliquais qu'il y a des fois on n'arrivait pas, on pouvait pas débloquer, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est que, ben, il y a des fois où il y a eu des structures qui ont été, abîmées, que ce soit par une maladie ou par un accident. Donc, la structure, une fois qu'elle est abîmée, on va pouvoir donner, enfin, essayer de restaurer, en fait, la mobilité autour, mais on va pas pouvoir, si par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Une personne qui va avoir des fixations, au niveau des vertèbres, on va avoir une fixité. Normalement, le corps humain, comment dire, sa colonne vertébrale doit pouvoir bouger. Automatiquement, on va avoir des compensations qui vont, si c'est au bas du dos, on va souvent le retrouver sur le haut du corps et cetera. Donc là, en fait, on va pouvoir travailler, mais c'est un travail qui va être régulier, voire à l'année, si on veut le soulager, dans le sens où, vu qu'on ne peut pas enlever ces barres, ces fixations ortho, on sera obligé de travailler que sur ce que cela provoque, donc les effets secondaires, entre guillemets. Donc voilà, est-ce que c'est compréhensible? Oui, oui, d'accord, ok. Parce Et que c'est plutôt dans, voilà, vraiment quand la structure, elle était touchée d'une manière ou d'une autre, quoi. ok, merci. Une autre question? C'est bien, c'est tout est clair. Est-ce Moi, que j'ai une autre question. Je non, sais mais pas bien si sûr, quelqu'un veut allez-y. demander. Bah, moi, du coup, à la base, j'étais intéressée parce que pour m'en servir pour moi, premièrement, comme de cette thérapie, en fait, moi, j'ai été diagnostiquée avec de la fibromyalgie et du coup, je me suis rendu compte que mon ostéo, quand il travaillait sur le crâne, ça avait vachement d'effet
Et du coup, j'ai commencé à essayer par moi-même de le faire. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire complètement à soi-même d'abord avant de le faire sur les gens ou on n'aura jamais complètement accès comme une autre personne? Malheureusement, non. C'est trop complexe. Moi, j'ai eu essayé de travailler aussi beaucoup sur moi, où j'ai eu aussi deux, trois soucis, où je me disais, OK, ben, j'ai telle technique que j'appliquerais chez la personne. Donc, je me retrouvais des fois à essayer dans les mêmes positions, hein, à refaire la même chose. Alors, oui, j'arrive à faire certaines choses en partie, mais malheureusement, non. Et puis, l'autre problème qu'on a, c'est que du moment qu'on va nous, comment dire, essayer de faire quelque chose, en le faisant, on se met en tension. Donc, on bloque d'autres zones. Donc, on a automatiquement un flow qui va pas passer. Euh, Moi, j'aime bien, par exemple, quand je travaille sur des personnes, si elles sont habillées, si elles ont un pantalon, de leur demander d'ouvrir la ceinture. Parce que de nouveau, comme je l'ai répété avant, on a les liquides, c'est vraiment superficiel, quoi. Donc, même une ceinture, pour moi, peut entraver, ou un soutien-gorge serré, ou comme ça. Donc, voilà. Si déjà juste ça, ça peut mettre deux, trois barrières, le fait de nous être en tension, on D'accord. n'arrivera jamais à faire des traitements en entier, en toute honnêteté. Après, on peut D'accord. dépanner, hein, mais Ouais. D'accord, ok, merci. Donc, il faudrait que j'aille voir ça avec quelqu'un. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut repérer les personnes qui font vraiment ça et les personnes qui n'ont pas mis juste le titre eh ben, ça, c'est comment on une peut bonne repérer? question. Alors, c'est ce que je dis toujours, c'est bien beau d'avoir 50 tableaux de certificats et diplômes au mur. Ça décore, c'est joli, mais ça donne pas forcément des résultats. Donc, le mieux, franchement, c'est le bouche à oreille. C'est essayer Hmm. de voir avec les gens chez qui ils ont été et où c'est qu'ils ont eu des résultats. Voilà. Et après, je sais pas si en France, est-ce que c'est remboursé ça par les assurances ou pas? Ça, c'est pas pris en compte comme un Suisse. Vous avez vraiment un gros panel de médecine qui sont pris en charge et pas nous. Du coup, Ouais. faut avoir des sous et faut trouver. Ouais, mais justement, moi, je voulais en venir là, c'est qu'on a un gros panel, mais on a des gens aussi très bien qui sont pas forcément remboursés et qui font du super job. Donc moi, je dirais en tant que patient, personnellement, moi, je préférerais avoir du résultat, puis m'offrir une séance tous les temps, puis peut-être un resto en moins, plutôt que d'aller chez celui qui est, comment dire, qui est reconnu, et puis en fait, où il y a rien qui se passe, quoi. Donc, ce que je voulais dire par là, bon, bah, du coup, c'est plus pour nous que ça se passe, mais c'est vraiment de nouveau le bouche à oreille et chercher la personne qui a des résultats et qui vous apporte. Parce qu'après, il y a encore la question aussi, vous pouvez aller chez quelqu'un de très bien, mais qui ne vous convient pas pour une raison X, Y, que ce soit ses techniques. Moi, je prends souvent l'exemple parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent, qui disent qu'ils ont été en physio, donc kiné, ils disent ouais, mais la kiné, ça convient pas, nanana, non, non, stop, stop, stop. C'est aussi quelque chose, c'est aussi une thérapie qui est très diversifiée. Et les thérapeutes, enfin les physios ne travaillent pas tous pareil. Alors, est-ce que c'est la personne avec qui vous avez eu contact, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un feeling avec qui ça passe pas, ou est-ce que c'est ces techniques, mais on peut pas dire que c'est toute la physio. C'est pas ok, quoi. Donc, enfin, moi, je mets ça un petit peu pour tout. C'est pour les thérapies, c'est comme ça, pour les kinés, c'est comme ça. Donc, Merci. désolée, je peux pas donner des noms. Après, Non, non, mais c'est bon à savoir déjà. ouais, il y a des associations aussi que vous devez trouver sur Internet, où déjà là, il y a normalement des listings de personnes. Mais après, comment elles pratiquent, ils peuvent pas tout gérer non plus. On est plus sur la reconnaissance des papiers. Ok, merci. Mais si l'ostéo, si je peux me permettre, si votre ostéo vous faisait du bien, pourquoi pas continuer bêtement chez lui? Oui, bah c'est juste, je me suis dit, bah peut-être quelqu'un qui est spécialisé vraiment dans ça, ça aurait peut-être des résultats plus, mais c'était juste par curiosité. Après, je sais que je dois retourner le voir et je vais retourner le voir parce qu'il travaille très très bien. Et du coup, les personnes qui travaillent bien, vaut mieux continuer à aller les voir. Ouais, puis peut-être lui poser la question à lui, parce que du coup, il Ouais, connaît peut-être des personnes qui travaillent plus là-dessus, quoi. C'est vrai que moi, j'ai eu, on voit ici, on a des formations très différentes au niveau, euh, au niveau ostéopathique, où pas tous font du crânio, hein.
Moi, j'ai fait une école canadienne où justement le crânio était vraiment pris en compte à fond, avant tout. Et nous, ici, c'est plus d'abord structurel, quoi. Et ceux qui n'ont pas forcément un intérêt pour aller plus loin font des formations là-dessus. Ça reste assez structurel. Puis je discutais une fois, j'avais eu un étudiant qui était venu, il devait faire en tant qu'assistanat, en fait, il était venu quelque temps chez moi, et puis il était à l'époque en 2e année d'ostéopathie, et puis je dis, ben super, on peut travailler à 2, donc il y en a un qui se met en écoute, et puis l'autre qui fait je ne sais plus quoi. Puis je lui ai dit, ben écoute, est-ce que tu veux te mettre en écoute? Et puis il me dit, ben non, non, je peux pas, parce que on vient de commencer à apprendre ça. Et c'est là que j'ai réalisé, de nouveau, je suis pas dans la critique, c'est mon avis personnel. J'ai dit: «Bah, en fait, c'est pour ça aussi beaucoup d'ostéos ne pratiquent des fois pas le crânio-sacral comme ils devraient, parce qu'en fait, on leur fait découvrir ça super tard et puis c'est quelque chose qui prend du temps au niveau palpatoire pour vraiment ressentir, puis arriver à se faire confiance. Parce qu'au début, on dit: «Bah, attends, le truc que j'ai ressenti, c'est parce que j'ai appris ce mouvement-là et point barre, quoi». Donc donc il y en a beaucoup qui abandonnent. Moi, la personne chez qui je vais aussi, il faisait du crânio au départ, il en fait plus du tout. Quand je vais chez lui, c'est parce que je sais que j'ai besoin de structurel, point barre. Mais voilà, ça dépend aussi des écoles, en fait, où les thérapeutes ont été formés, quoi. Mmh. Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas tous qui font ça et du coup, c'est pour ça que j'ai remarqué un petit peu la différence. Mais après, c'est une thérapie qu'on est capable d'apprendre sans faire de l'ostéo ou de la kiné à côté ou faut que ce soit en complément Complètement. de Oui, quelque chose. oui, c'est pour ça que je dis, nous, on forme des élèves, il y a pas de souci. Le seul souci, on va dire, c'est il faut que ce soit des personnes qui soient motivées. Parce qu'au départ, vous avez beaucoup comment dire, de théorie. Il faut vraiment bien comprendre la théorie. Cette phase, elle est importante. Et surtout, c'est pratiquer, pratiquer. De nouveau, moi, j'ai des fois des gens qui me demandent pour les cours, qui me disent, mais en combien de temps, parce qu'ils font leur programme, donc on a tout un système en fait de vidéos, vous avez à chaque fois les techniques. En combien de temps est-ce que je peux le faire? Je dis, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le temps. La vidéo, elle va durer X temps, mais après combien de temps vous avez besoin pour, un, comprendre la théorie, et puis deux, l'appliquer sur plusieurs personnes, et des personnes, si possible, différentes, parce que si vous travaillez toujours sur la même personne, voilà, quelqu'un qui a un problème de flux et compagnie, on n'aura pas, plus on va toucher des gens, entre guillemets, qui vont bien, plus quand ça va pas, on va se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche, et pouvoir, là, à ce moment-là, se dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vraiment le temps de pratique, ça dépend aussi ce que les personnes qui sont déjà thérapeutes, qui ont déjà l'habitude du toucher, en général, c'est clair que ça va plus vite. Mais ouais, c'est très difficile à répondre. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Oui, mais déjà, c'est bon à savoir parce que moi, j'ai pas du tout de formation dans toutes ces autres branches. Je viens pas du tout de ce milieu-là. C'est vrai que je trouve ça hyper intéressant et du coup, je me demandais s'il y avait besoin d'avoir quand même quelque chose ou Non, si on non. pouvait se lancer dans ça directement. Après, je vois bien que suivant chaque personne, le temps d'assimilation, de mettre en pratique et de comprendre, c'est un peu suivant chacun, je pense. C'est ça. Après, je sais pas combien de temps, en fait, si ça se compte en heures, par exemple, vos modules de formation, ou si, Oui, alors du non, coup, vous avez de nouveau, nos en, modules, je vais prendre l'exemple d'une formation, on va dire, complète. Quand on fait, par exemple, du présentiel, il compte sur 3 ans. Après, c'est pas 3 ans à temps complet. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a fait, en fait, des formations où vous avez vraiment, il y a pas de blabla. Donc, c'est pas des vidéos qui vont durer 3 heures de temps. Par contre, on va direct à l'essentiel. Voilà, telle technique, telle technique, telle technique. Et après, justement, on refait des séances entre nous pour en discuter. On regarde justement les problèmes de palpation, de comment la personne positionne ses mains ou enfin, les diverses questions. Parce que c'est aussi en pratiquant qu'on se rend compte que, ah ouais, c'est quand je me retrouve toute seule et puis pas avec un prof à côté que je vois qu'il y a d'autres questions qui ressortent. Donc, voilà, après, c'est clair qu'il y a aussi toute une base anatomie à apprendre. Plus vous la comprenez, plus vous pouvez aller loin. De nouveau, il n'y a pas besoin de faire médecine, mais par contre,
cette base anatomique, elle est aussi importante, c'est pour pas commencer à traiter des gens qu'on ne devrait pas traiter. Donc ça aussi, l'idée, c'est de pouvoir après faire des anamnèses. On n'est pas des personnes qui sont capables de faire comment dire, un diagnostic. Par contre, on va nous demander de pouvoir se faire une idée si dans quelle catégorie rentre notre patient. Est-ce que c'est un patient que je peux toucher aujourd'hui ou est-ce que c'est un patient qui a ce qu'on appelle des red flags ou où il y a des choses, où je ne suis pas capable de faire un diagnostic, mais il y a des choses qui peuvent être graves. Donc d'abord, je lui demande d'aller voir son médecin ou bien pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin de cette anatomie. Et c'est un petit peu, mais ça c'est ma théorie à moi, et c'est aussi comment je l'ai vécu, c'est qu'on apprend toutes ces choses-là, et puis après, en fait, on met tout de côté et on touche le patient. Et quand, selon ce qu'on trouve chez le patient, on revient à la théorie. Euh, Comme j'expliquais au tout début, quoi. Et c'est là que ça devient intéressant, quoi. Parce que là, on commence à comprendre et à faire des liens. Mais si on se fait embobiner par l'anatomie, entre guillemets, on se perd aussi. Vous voyez, un petit peu, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, il en faut, mais voilà. Mais c'est pour ça que c'est assez apte à tout le monde, parce que c'est de nouveau, je ne peux pas dire autre chose, c'est la motivation et le plaisir, en fait, qu'on y retrouve là-dedans. Moi, je dis toujours, en ce qui me concerne, moi, c'est que je m'amuse dans chacun de mes traitements. C'est jamais pareil, quoi. Le matin, j'ai franchement pas envie de me lever. Mais quand j'y suis, c'est toujours, même si vous avez 2 patients qui viennent pour des migraines, c'est toujours un jeu de piste à se dire, OK, bon, ben, voilà, où c'est que je dois aller? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est pas un truc mécanique où toutes les migraines, on va faire telle technique et tel truc, et puis au bout d'un moment, on en a ras-le-bol, quoi. Je crois que tu t'es un petit peu égaré de la question. Je crois à la base, c'était comment ça fonctionnait la formation. Oui, mais elle me demandait si tout le monde était apte à pouvoir Non, faire. c'était très intéressant là aussi, parce que oui, du coup, sur la longueur de la formation, mais ça m'a donné plein d'informations, donc merci. Ok, je suis désolée si je Et non, dévie. pas de souci. Donc voilà, non, mais pour revenir à la formation, je peux pas dire de temps parce que c'est ce que j'expliquais, ça dépend des gens. Donc il y a quelques heures de vidéos, il y a aussi tout ce qui est, tout est en PDF aussi, donc tout est imprimable. Et puis après, il faut vraiment le faire petit bout par petit bout. Je dirais que le temps, en fait, c'est plutôt, comment expliquer ça? C'est pas un truc où on peut se mettre tout d'un coup 4 heures dessus et puis faire que de la théorie parce qu'en fait, on n'assimile rien du tout. C'est le temps, il va être sur le nombre de fois où on va prendre des petits bouts. Ok, je comprends, je fais une pause, je passe à autre chose, je teste et je reprends. Donc là, c'est clair que c'est pas, honnêtement, c'est pas en 2 mois que vous devenez thérapeute, qu'on soit bien clair. C'est mieux répondu? Ok. Oui. Parce que des fois, il donne un peu des fourchettes de temps. On sait pas, il y en a c'est 6 mois, il y en a c'est un an. Enfin, du coup, Voilà, ou il y en a au contraire, c'est dans 2 mois, vous pouvez vous lancer et faire ça. Du coup, ok. Je c'est me ça. doute que c'est un peu plus complexe. Après, ce qui est intéressant, c'est que du moment qu'on commence, même avec les techniques de base, on a déjà des résultats, il y a déjà des choses qui se passent. Donc ça, c'est aussi top parce que on voit directement qu'il y a, et là de nouveau, si on a la possibilité de faire ça sur plusieurs personnes différentes, même si c'est la famille ou comme ça, eux savent pas ce qu'ils font, ce qu'on fait, et c'est toujours intéressant de leur demander un petit peu ce qu'ils ressentent. Moi, je vois quand j'ai fait ma formation, par exemple, à la fin de l'année, on devait toujours tirer un sujet et puis donc on tirait au sort un sujet et puis après on devait faire un espèce d'exposé. En fait, c'était pour nous préparer à la thèse. Et moi, j'avais un don incroyable pour tomber justement sur des choses crâniennes, quoi. Et là, c'était compliqué pour les exposer parce qu'il fallait aller chercher au niveau médical, il fallait aller chercher au niveau ostéo, il fallait après faire le lien entre les deux. Et puis au niveau des ouvrages, des fois, suivant ce qu'on faisait, c'était compliqué. Donc je faisais, puis après, il fallait beaucoup pratiquer ces techniques sur les patients. Et une fois, par exemple, j'ai dû faire le drainage des sinus veineux. Honnêtement, si j'étais pas tombée sur ce sujet, je suis pas sûre que je le pratiquerais au jour d'aujourd'hui.
Et donc je pratiquais sur les gens et tout, et on nous avait dit en cours, oui, ben voilà, ça peut réveiller en fait des anciennes douleurs. Par exemple, quelqu'un qui a eu, je sais pas, une fracture à un membre inférieur, il a complètement oublié ses douleurs, mais vu que ça travaille aussi sur la mémoire cellulaire, vu qu'on travaille sur du liquide, et puis de tout d'un coup sur la table, il peut vous dire comme quoi que ah mais j'ai mal, mais j'avais oublié que j'avais eu mal comme ça à ce moment-là. Ou les gens qui peuvent parler d'un coup, je sens du chaud, je sens des vagues, etc. Et quand, je faisais ces exercices, effectivement, alors pas tout le monde, parce qu'il y a pas tout le monde qui ressent son corps, mais j'ai eu, très, très souvent ce genre de, comment dire? De remarques, et c'est là que je me suis dit: «Ah ouais, mais ah ouais, ça marche en fait». C'est pas juste de la théorie qu'on a voulu mettre dans le cerveau, et si j'avais pas eu tout ça, si j'avais pas eu toutes ces expériences, je pratiquerais pas, autant au niveau crânien qu'aujourd'hui. Mais de nouveau, ça a pris du temps. Moi, je pense que j'ai commencé vraiment à sentir le rythme, je pense au bout de pas loin de 2 ans, quoi. Où je peux dire que c'était pas, moi qui me disais: «Tu dois aller dans cet axe et tout». Je me suis dit: «Oh, ouais, il y a un truc qui se passe là dans mes mains, quoi». Alors, si pas de questions, ben, on va gentiment terminer cette session.